Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite et fin de notre lecture du livre de George Orwell. Cette fois-ci, on sera bien sur la fin du livre et avec le chapitre 6 du coup et une petite appendice avec les principes du néo-parler. Donc on s'était arrêté lorsque notre pauvre Winston, il craqua complètement et demanda à ce qu'on inflige ce qu'on lui a infligé à Julia plutôt. Donc je pense que c'était vraiment l'ultime tentative de O'Brien et c'est ce qu'il attendait plutôt jusqu'au bout qu'il craque et qu'il s'affaiblisse sur la dernière chose qui tenait à cœur en fait à Winston, qui était Julia. Donc nous verrons ça à travers ce chapitre 6 et sans plus tarder, c'est parti. Avant, n'hésitez pas à me dire quel livre vous voudriez lire sur la prochaine lecture et n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si la lecture vous a plu. C'est parti, chapitre 6. Chapitre 6. Le café du châtaignier est presque désert. Un rayon de soleil oblique qui passe par une fenêtre vient de se poser sur les tables poussiéreuses. 15 heures, l'heure solitaire. Une musique ténue suinte des télécrans. Winston est assis dans son coin habituel. Il contemple son verre vide. De temps en temps, il lève les yeux vers un énorme visage qui le reluque sur le mur d'en face. « Big Brother te regarde », dit la légende. Sans qu'il l'ait appelé, un serveur arrive et remplit son verre de gin de la victoire où il fait gicler quelques gouttes d'une autre bouteille munie d'un bec verseur. C'est de la saccharine parfumée au clou de girofle, spécialité de la maison. Il écoute le télécran. Pour l'instant, il ne diffuse que de la musique, mais il est susceptible à tout moment de proposer un bulletin spécial du ministère de la Paix. Les nouvelles du front africain sont préoccupantes à l'extrême. Il s'en inquiète périodiquement depuis le matin. Une armée eurasienne, l'Océanie est en guerre contre l'Eurasie. L'Océanie a toujours été en guerre contre l'Eurasie. Progresse vers le sud à une allure effarante. Le bulletin de midi n'a pas précisé dans quelle zone au juste, mais il est probable que l'embouchure du Congo soit déjà un champ de bataille. Brazzaville et Léopoldville sont en péril. Il n'est pas besoin de regarder la carte pour en tirer les conséquences. On ne risque plus seulement de perdre l'Afrique centrale, pour la première fois de toute la guerre, c'est le territoire de l'Océanie qui est menacé. Une émotion violente, non pas exactement de la peur, mais une sorte d'excitation générique flambe en lui pour s'éteindre ensuite. Il cesse de penser à la guerre. Ces temps-ci, il n'arrive plus à se concentrer sur le moindre sujet plus de quelques minutes d'affilée. Il prend son verre et le descend au cul sec. Comme toujours, un frisson le traverse avec un haut-le-cœur. Cette gnôle est infâme. Le relent pharmaceutique du clou de girofle et de la saccharine ne parvient pas à masquer l'odeur du pétrole. Et le pire, c'est que cette odeur de gin qui lui colle à la peau nuit et jour est inextricablement liée dans son esprit à celle de ses... Il ne les nomme jamais, même en pensée, et, dans la mesure du possible, il ne les visualise jamais non plus. Il n'en a qu'une semi-conscience. Ils évoluent à proximité de son visage, leur odeur envahit ses narines. Le gin monte en lui, un rot passe entre ses lèvres violettes. Il a engraissé depuis qu'ils l'ont libéré, et il a retrouvé des couleurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Ses traits ont épaissi, la peau de son nez et de ses joues est d'un rouge cru, même son crâne dégarni est d'un rose de mauvais aloi. Toujours sans qu'il demande quoi que ce soit, un serveur lui apporte l'échiquier et le dernier numéro du Times à la page du problème d'échec. Puis, voyant que son verre est vide, il revient avec la bouteille de gin et le lui remplit. Plus besoin de commander, on connaît ses habitudes. L'échiquier est toujours là à l'attendre, la table d'angle lui est réservée. Même lorsque le café est bondé, il l'a pour lui tout seul, car personne ne tient à s'asseoir trop près de lui. Il ne prend plus la peine de compter ses verres. À intervalles irréguliers, on lui apporte un bout de papier sale censé être l'addition, mais il a l'impression qu'on ne lui compte jamais tout ce qu'il doit. Quand bien même ce serait l'inverse, peu importerait d'ailleurs, car il a de l'argent à présent. Il a un emploi, une sinécure, bien mieux payée que le précédent. La musique du télécran se tait et une voix lui succède. Winston a levé la tête, il écoute. Il ne s'agit pas d'un bulletin du front cependant, mais seulement d'un communiqué du ministère de l'Abondance. Le trimestre dernier, le 10e plan triennal pour les lacets de chaussures a dépassé ses objectifs de 98%. Il considère le problème du jour et dispose les pièces. L'issue est délicate et met en jeu 2 cavaliers. Les blancs ouvrent et font mat en 2 coups. Winston lève les yeux vers le portrait de Big Brother. Les blancs gagnent toujours, songe-t-il avec un mysticisme nébuleux.
toujours sans exception, c'est prévu. Depuis que le monde est monde, jamais les Noirs n'ont remporté une partie d'échecs. N'est-ce pas là le symbole du triomphe éternel et sans faille du bien sur le mal ? L'immense visage lui rend son regard, empreint d'une puissance sereine. Les Blancs gagnent toujours. Après un silence, la voix du télécran ajoute, sur un ton plus grave, « Vous êtes prié de ne pas vous éloigner. Une annonce importante sera faite à 15h30. 15h30. Il s'agit d'une nouvelle de la plus haute importance. Ne la manquez surtout pas. 15h30. » La petite musique se fait entendre de nouveau. Winston sent son cœur s'émouvoir. Ce sera le bulletin du front. Son instinct lui dit que les nouvelles sont mauvaises. Toute la journée, l'idée d'une défaite écrasante en Afrique lui a traversé l'esprit par intermittence, avec des bouffées d'excitation. Il a eu l'impression de voir de ses yeux l'armée eurasienne s'abattre sur la frontière inviolée et se déverser sur la pointe de l'Afrique comme une colonne de fourmis. Comment se fait-il qu'on n'ait pas réussi à les déborder ? Les contours de la côte de l'Afrique de l'Ouest sont nets dans sa mémoire. Il prend le cavalier blanc et le déplace sur l'échiquier. Là, voilà. À l'instant même où il voit la horde noire se précipiter vers le sud, il aperçoit une autre force mystérieusement assemblée qui se positionne subitement à l'arrière de leurs troupes, coupant leur communication par terre comme par mer. Il sent que par sa seule volonté, il est en train de faire exister cette force. Mais il faut agir vite. S'ils arrivent à prendre l'Afrique entière, s'ils ont des aérodromes et des bases de sous-marins au Cap, ils vont couper l'Océanie en deux. Et là, tout deviendra possible. La défaite, l'effondrement, la reconfiguration du monde, la destruction du parti. Il respire profondément. Des sentiments violemment contradictoires. En fait, il s'agit plutôt d'une stratification de sentiments dont il serait en peine de dire lequel est le plus profond, sont en train de l'assaillir. Le spasme passe. Il remet le cavalier blanc à sa place, mais pendant un instant, il n'arrive pas à se concentrer sur ce problème d'échec. Ses pensées vagabondent une fois de plus. Presque machinalement, ses doigts tracent sur la poussière de la table 2 + 2 = 5. « Ils ne peuvent pas s'immiscer dans ta tête, » a-t-elle dit. « Mais si pourtant, ce qui t'arrive ici est définitif, » a déclaré O'Brien. « Parole de vérité. Il y a des choses, des actes dont on ne se relève pas. Il grille d'une part de l'être, il la cautérise. Il l'a vu, il lui a parlé. La chose ne présentait aucun danger. Il sait d'instinct qu'il ne s'intéresse, pour ainsi dire, plus à ses faits et gestes. Il aurait pu prendre des dispositions pour la revoir si lui ou elle l'avait souhaité. À vrai dire, ils se sont rencontrés par hasard. Dans le parc, un jour de mars, par un temps de chien. La terre était dure comme fer, l'herbe semblait morte et il n'y avait pas le moindre bouton de fleurs, sinon quelques crocus qui n'avaient sorti la tête que pour se faire lacérer par le vent. Il pressait le pas, mains gelées, yeux larmoyants, quand il l'a vue à moins de 10 mètres de lui. Il a été saisi de découvrir à quel point elle avait changé, sans pouvoir dire en quoi au juste. Ils ont failli se croiser sans un signe, puis il s'est retourné et l'a suivi, sans trop de conviction. Il savait qu'il n'y avait pas de danger, que personne ne s'intéressait à eux. Elle ne disait rien. Elle traversait la pelouse en diagonale, comme pour l'éviter, puis elle a semblé se résigner à ce qu'il lui emboîte le pas. Bientôt, ils se seront trouvés parmi les buissons sans feuilles, trop gelés pour les protéger des regards comme de la bise. Ils se sont arrêtés. Il faisait un froid de gueux. Le vent sifflait dans les branchages, mettant à mal les rares crocus terreux. Il lui a passé un bras autour de la taille. Il n'y avait pas de télécran, mais sans doute quelques micros bien cachés. En outre, on pouvait les voir. Ça n'avait pas d'importance. Plus rien n'avait d'importance. Ils auraient pu s'allonger sur le sol et le faire s'ils avaient voulu. Sa chair a frémi d'horreur à cette idée. Julien n'a pas réagi à son étreinte, elle n'a même pas essayé de se dégager. Il a compris alors ce qui avait changé en elle. Ses joues s'étaient creusées, et une longue cicatrice, cachée en partie par ses cheveux, lui barrait le front et la tempe. Mais ce n'était pas ce qui avait changé. Sa taille s'était épaissie et, curieusement, avait perdu de sa souplesse. Il s'est rappelé la fois où, après l'explosion d'une roquette, il avait aidé à tirer un cadavre coincé dans les ruines. Il avait été stupéfait, non seulement par le poids de ce corps, mais par sa rigidité et la difficulté qu'on avait à le traîner. On aurait cru de la pierre plus que de la chair. Son corps à elle lui a fait cet effet. Il a deviné que la texture de sa peau devait avoir changé de même. Il n'a même pas tenté de l'embrasser, ils n'ont pas parlé. Comme il retraversait la pelouse, elle l'a regardé en face pour la première fois. Simple coup d'œil, plein de mépris et de dégoût.
Il s'est demandé si ce dégoût tenait seulement au passé ou s'il lui était inspiré par son visage bouffi et l'eau que le vent faisait ruisseler de ses yeux. Ils se sont assis sur 2 chaises de fer, côte à côte, sans être trop proches. Il a vu qu'elle allait parler. Elle bougeait un peu, son pied chaussé d'un lourd soulier, et a écrasé une brindille exprès. On aurait dit qu'elle avait les pieds plus larges. « Je t'ai trahi », a-t-elle déclaré sans détour. « Je t'ai trahi », a-t-il répondu. Elle lui a jeté un nouveau regard de dégoût. « Parfois, il te menace de quelque chose qui est au-dessus de tes forces, à quoi tu ne peux même pas penser, alors tu leur dis « Ne me fais pas ça à moi, faites-le à un tel ». Après coup, tu pourras toujours prétendre que ce n'était qu'une ruse et que tu l'as dit pour qu'ils arrêtent, sans le penser vraiment. Mais ce n'est pas vrai. Sur le moment tu le penses, tu te figures qu'il n'y a pas d'autre moyen pour sauver ta peau, et tu es tout à fait prêt à la sauver comme ça. Tu veux vraiment qu'on le fasse à l'autre. Tu te fous pas mal qu'il souffre. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à toi, a-t-il dit en écho. Et après, tu n'as plus les mêmes sentiments envers l'autre. Non, tu n'as plus les mêmes sentiments. Ils n'avaient plus rien à se dire. Le vent plaquait leurs minces combinaisons contre leur corps. Presque aussitôt, il est devenu gênant d'être assis là, en silence, et puis il faisait trop froid pour rester immobile. Elle a dit qu'il fallait qu'elle prenne son métro, et elle s'est levée. « Il faut qu'on se revoie, a-t-il dit. « Oui, il faut qu'on se revoie. » Il l'a vaguement suivie sur quelques pas, une enjambée derrière elle. Ils ne se parlaient plus. Elle n'essayait pas vraiment de le semer, mais elle marchait trop vite pour lui permettre de rester à sa hauteur. Il avait décidé de l'accompagner jusqu'à la station de métro. Seulement, tout à coup, traîner à sa suite dans le froid lui a paru à la fois vide de sens et insupportable. Il a été submergé par le désir, non pas tant de s'éloigner d'elle, que de retrouver le café du Châtaignier qui ne lui avait jamais paru aussi engageant. Il a eu une vision nostalgique de sa table dans le coin avec le journal, l'échiquier et le gin qui coulait à flot. Et puis, surtout, il ferait chaud là-bas. 1 minute plus tard, pas tout à fait par inadvertance, il laissait un petit groupe de gens les séparer. Il a tenté mollement de la rattraper, puis l'a ralenti et fait demi-tour. Au bout de 50 mètres, il s'est retourné sans que la rue grouille de monde, il ne la voyait déjà plus. Elle pouvait être n'importe laquelle de cette dizaine de silhouettes pressées. Peut-être qu'il ne reconnaîtrait plus de dos son corps plus massif et plus raide. « Sur le moment, tu le penses », a-t-elle dit. Il le pensait. Il n'a pas fait que le dire, il l'a désiré. Il a désiré que ce soit elle et pas lui qu'on livre au... Quelque chose a changé dans la musique qui dégouline de l'écran. Il s'y mêle une note fêlée, hostile, une note jaune. Et puis, peut-être que ce n'est pas réel, peut-être n'est-ce qu'un souvenir qui prend une forme sonore. Une voix chante. « À l'ombre du grand châtaignier, je t'ai trahi, tu m'as vendu. » Ses yeux se gonflent de larmes. Un serveur qui passe remarque son verre vide et revient avec la bouteille de gin. Il prend son verre et le renifle. Cette gnôle-là, on ne s'y habitue pas. On la trouve plus infecte à chaque gorgée. Mais il y nage désormais comme un poisson dans l'eau. Elle est devenue sa vie, sa mort, sa résurrection. C'est le gin qui le précipite dans son sommeil de brute tous les soirs, le gin qui le requinque tous les matins. Quand il se réveille, rarement avant 11 heures, les paupières collées, la bouche en feu, le dos cassé, il lui serait impossible de quitter la position horizontale s'il n'y avait pas la bouteille et la tasse placées à son chevet la veille. Aux heures méridiennes, il reste assis devant le télécran, l'œil vitreux, la bouteille à portée de main. De 15 heures à la fermeture, il fait partie des meubles du châtaignier. Plus personne ne s'intéresse à ses faits et gestes, plus de sifflet pour le réveiller, ni de télécran pour le chapitrer. De temps en temps, 2 fois par semaine peut-être, il se rend au ministère de la Vérité dans un bureau poussiéreux et comme abandonné pour y travailler un peu. Travailler, façon de parler. Il a été nommé au sein d'un sous-comité, lui-même issu d'un des innombrables comités chargés de traiter les difficultés mineures liées à la compilation de la 11e édition du Dictionnaire du néo-parlé. Il s'applique à produire ce que l'on appelle un rapport d'étape, mais rapport sur quoi, ce n'est toujours pas franchement clair pour lui. Il s'agit plus ou moins de décider si la virgule doit se placer à l'intérieur des parenthèses ou à l'extérieur. Le comité compte 4 autres membres qui sont des gens comme lui. Il y a des jours où ils se réunissent pour se disperser presque aussitôt sans se cacher qu'en réalité, il n'y a strictement rien à faire. Mais d'autres jours, ils s'attellent à leur tâche avec un semblant d'ardeur en s'appliquant à rédiger les minutes de leurs travaux et à ébaucher de longs mémorandums qu'ils n'achèvent jamais.
des jours où la discussion sur la discussion qui les oppose devient byzantine et absconse, avec des arguties subtils sur les définitions, des digressions énormes, des querelles, voire la menace d'en référer à une autorité supérieure. Et puis, brusquement, tout élan vital les abandonne et ils se retrouvent à se regarder autour de la table, les yeux morts, fantômes qui pâlissent au chant de coq. Le télécran se tait un moment. Winston relève la tête. Le bulletin. Mais non, ce n'est que de la musique qui change. Il a une carte de l'Afrique sous les paupières. Le mouvement des armées est un diagramme, une flèche noire orientée du nord au sud, une flèche blanche qui se dirige d'ouest en est, croisant sa trajectoire. Comme pour se rassurer, il contemple le visage imperturbable du portrait. Peut-on concevoir que la seconde flèche n'existe même pas ? Son intérêt faiblit de nouveau. Il boit une bonne gorgée de gin, prend le cavalier blanc et tente un coup. Échec. De toute évidence, ce n'était pas ce qu'il fallait faire parce que, sans qu'il ait sollicité, un souvenir vient flotter dans sa tête. Il voit une pièce éclairée à la bougie, un grand lit couvert d'une courte pointe blanche et lui, gamin de 9-10 ans, assis par terre en train d'agiter un cornet de dés et de rire, tout excité. Sa mère est assise en face de lui et rit, elle aussi. Ça doit être à peu près un mois avant qu'elle disparaisse. C'est un instant de réconciliation où il a oublié la faim qui le tourmente et où son affection d'hier, pour elle, lui revient temporairement. Il se rappelle très bien cette journée, un jour de pluie battante où des ruisseaux coulaient le long des carreaux et où il faisait trop sombre pour lire. L'ennui des deux enfants dans la chambre, mal éclairée et exiguë, était devenu insupportable. Winston se plaignait, égrognait, réclamait en vain à manger, tournait en rond dans la pièce, mettait du désordre et donnait des coups de pied dans les lambris au point que les voisins avaient tapé dans la cloison, tandis que la petite pleurait par intermittence. Sa mère avait fini par lui dire « Allez, sois sage, et je vais t'acheter un beau jouet qui va te plaire !» Là-dessus, elle était sortie sous la pluie pour aller à un petit bazar encore ouvert de temps en temps, et elle était revenue avec un jeu de serpents et échelles. Il se rappelle encore l'odeur du carton mouillé. En triste état, ce jeu. Le plateau était fendu et les minuscules dés de bois si mal taillés qu'ils tenaient à peine sur leur face. Il avait jeté un regard boudeur à l'objet sans s'y intéresser. Mais alors, sa mère avait allumé un bout de chandelle et il s'était assis par terre pour jouer. Bientôt, il était surexcité, il hurlait de rire en voyant les petits pions grimper aux échelles plein d'espoir, puis glisser sur le dos des serpents et retomber à leur point de départ ou presque. Lui et sa mère avaient joué 8 parties, chacun en gagnant 4. Sa toute petite sœur, trop jeune pour comprendre le jeu, était calée contre un traversin et riait de les voir rire. Ils avaient été heureux tous les trois un après-midi durant, comme dans sa petite enfance. Il chasse le tableau de son esprit, c'est un faux souvenir. Il lui en vient de temps en temps, ce qui n'est pas grave tant qu'on les reconnaît comme tels. Certaines choses sont bien arrivées, d'autres non. Il revient à l'échiquier et reprend le cavalier blanc. Aussitôt, la pièce tombe sur le côté avec fracas. Winston tressaille comme s'il avait reçu un coup d'épingle. Un appel de trompette a transpercé l'air. C'est le bulletin. Victoire. Lorsque la sonnerie précède le bulletin d'information, c'est toujours signe de victoire. Un frisson électrise le café. Les serveurs eux-mêmes ont sursauté et tendent l'oreille. L'appel de trompette a fait naître une clameur considérable. Déjà, une voix babille sur le télécran, mais elle est noyée sous les ovations qui retentissent à l'extérieur. La nouvelle s'est répandue comme par magie dans les rues. Il parvient tout juste à entendre ce que dit le télécran. Tout s'est passé comme il l'avait prévu. Une vaste armée transportée par mer s'est rassemblée en secret. Elle a porté un coup aux arrières de l'ennemi. La flèche blanche a croisé la queue de la flèche noire. Des bribes de formules triomphales parviennent à dominer le vacarme. Vaste manœuvre stratégique, coordination parfaite, déroute totale, un demi-million de prisonniers, démoralisation complète de l'ennemi, contrôle de toute l'Afrique, fin de la guerre désormais à brève échéance, victoire, la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité. Victoire, victoire, victoire! Sous la table, les pieds de Winston sont agités de mouvements convulsifs. Il n'a pas quitté son siège, mais dans sa tête, il court, il est dehors avec la foule, il crie sa joie à tue-tête. De nouveau, il lève les yeux vers le portrait de Big Brother, le colosse qui enjambe le monde, le roc contre lequel les hordes de l'Asie viennent se fracasser. Et dire que 10 minutes plus tôt, oui, 10 minutes seulement, il subsistait une équivoque dans son cœur. Il se demandait encore si les nouvelles du front annonceraient victoire ou défaite. Ah, ce qui vient de périr va bien au-delà de l'armée eurasienne.
Tant de choses ont changé en lui depuis ce premier jour au ministère de l'Amour, et cependant la transformation ultime, indispensable, celle qui guérit, ne s'était jamais produite avant cet instant. La voix du télécran déverse toujours son récit avec prisonniers, butin, massacre, mais la clameur du dehors s'est un peu résorbée. Les serveurs retournent à leur travail. L'un d'entre eux s'approche avec la bouteille de gin. Winston, tout à la béatitude de son rêve, ne se rend pas compte qu'on remplit son verre. Il ne court plus, n'ovationne plus. Il est de retour au ministère de l'Amour. Tout est pardonné, son âme blanche comme neige. Il est au banc des accusés, il avoue tout, il implique tout le monde. Il longe le couloir carrelé de blanc, il a l'impression de marcher en plein soleil, un garde armé dans son dos. La balle tant espérée lui pénètre dans le cerveau. Il lève les yeux vers l'énorme face, dire qu'il lui a fallu 40 ans pour apprendre quel sourire se cache derrière la moustache noire. Ô cruel et vain malentendu, ô exil, volontaire et opiniâtre, loin du sein aimant. 2 larmes parfumées au gin roulent le long de son nez. Mais ce n'est rien. Tout est bien. La lutte s'achève. Il a remporté la victoire sur lui-même. Il aime Big Brother. Appendice. Principe du néo-parler. Le néo-parler était la langue officielle de l'Océanie élaborée pour répondre aux besoins idéologiques du sociangle ou socialisme anglais. En l'année 1984, il n'y avait encore personne qui le pratiquait comme seul idiome de la communication à l'oral ou à l'écrit. Les éditoriaux du Times étaient rédigés en néo-parler, mais ce tour de force demeurait à la portée du seul spécialiste. On comptait que les néo-parlers finiraient par supplanter l'opso-parler, ou langue standard selon notre propre terminologie, vers 2050. En attendant, il gagnait du terrain régulièrement, tous les membres du parti tendant à introduire davantage de ces vocables et de ces structures dans leurs phrases de tous les jours. La version usitée en 1984, version incarnée par les 9e et 10e éditions du dictionnaire, n'était que provisoire et contenait encore de nombreux mots superflus et formations archaïques appelés à disparaître ultérieurement. La version qui nous intéresse ici est celle, finale et aboutie, qui apparaît dans la 11e édition. Le néo-parler n'avait pas pour seul objectif de fournir un idiome propre à exprimer la représentation du monde et ses habitudes mentales des adeptes du sociang, il visait aussi à exclure tout autre mode de pensée. Le néo-parler adopté une fois pour toutes et l'opso-parler tombé dans l'oubli, toute pensée hérétique, c'est-à-dire déviant des principes du sociang, deviendrait littéralement impensable, si tant est du moins que la pensée dépende des mots. Son vocabulaire était conçu pour permettre une formulation exacte, voire subtile, de toute idée qu'un membre du parti puisse vouloir émettre, à l'exclusion des autres, et ce, y compris par des voies détournées. Il fallait donc créer de nouveaux mots, mais aussi et surtout éliminer les mots indésirables et dépouiller ceux qui restaient de leur sens hétérodoxe et d'ailleurs de tout sens second dans la mesure du possible. Prenons un seul exemple. Le mot « libre » existait toujours, mais seulement dans des énoncés comme « ce siège est libre »,« la voix est libre ». On ne pouvait pas l'employer au sens de politiquement libre ou intellectuellement libre, puisque la liberté politique et intellectuelle n'existait plus, même réduite au seul concept et par conséquent n'avait pas de nom. Indépendamment de la suppression des mots, intrinsèquement hérétiques, réduire le vocabulaire était une fin en soi, et aucun mot qui ne fût pas indispensable n'avait gardé droit de citer. Le néo-parler avait été élaboré non pas pour élargir, mais pour rétrécir le champ de la pensée, objectif indirectement servi par la réduction radicale du nombre de mots. Le néo-parler était fondé sur la langue telle qu'on la connaît aujourd'hui, cependant, nombre de ces phrases seraient quasi inintelligibles aux locuteurs actuels. Les mots étaient divisés en 3 catégories. Vocabulaire A, vocabulaire B, ou mots composés, et le vocabulaire C. Il sera plus simple de les aborder séparément, mais les spécificités grammaticales de la langue seront envisagées dans la partie consacrée au vocabulaire A, puisque les mêmes règles s'appliquaient aux 3. Le vocabulaire A. Il recouvrait le lexique du quotidien. Manger, boire, travailler, s'habiller, monter et descendre des escaliers, se déplacer dans des véhicules, faire le jardin, la cuisine, etc. Il était composé presque exclusivement de mots que nous possédons déjà. Frapper, courir, chien, arbre, sucre, maison, champ. Mais par rapport à la langue actuelle, leur nombre était extrêmement restreint et leur signification bien plus strictement définie. Toutes les ambiguïtés et les nuances de sens en avaient été expurgées. Autant que faire se pouvait, un mot de néo-parler appartenant à cette classe n'était qu'une saccade sonore exprimant un concept et un seul, sans équivoque. Il aurait été impossible d'employer ce vocabulaire à des fins littéraires ou dans le débat philosophique ou politique.
Il n'avait pour but que d'exprimer des pensées simples et appliquées au domaine pratique, concernant d'ordinaire des objets concrets ou des actions physiques. La structure du néo-parlé présentait deux particularités remarquables. La première était une interchangeabilité à peu près totale des catégories grammaticales. Tout mot de la langue, et ceci s'appliquait en principe jusqu'aux mots les plus abstraits comme si ou quand, pouvait s'employer indifféremment comme verbe, substantif, adjectif ou adverbe. Entre sa forme nominale et sa forme verbale, si la racine était commune, le mot demeurait invariable. Cette règle impliquant de facto la destruction de nombreuses formes archaïques. Ainsi, le mot penser et n'existait pas en néo-parlé. Il y était remplacé par penser, qui faisait à la fois office de verbe et de nom. On ne suivait en l'occurrence aucun principe étymologique. Dans certains cas, c'était le nom générique qui était retenu, dans d'autres le verbe. Mais lorsqu'un nom et un verbe de sens apparenté n'avaient pas la même racine, l'un des deux était fréquemment supprimé. Ainsi par exemple, il n'y avait pas de verbe couper, puisque sa fonction était avantageusement remplie par le non-verbe couteau. Les adjectifs étaient formés par l'adjonction du suffixe EUX au mot, et les adverbes par celle du suffixe ment, MENT. Ainsi, à partir de vitesse, vitesseux signifiait rapide, et vitessement, rapidement. Certains de nos adjectifs actuels, tels que bon, fort, grand, noir, doux, demeuraient, mais leur nombre total était très réduit. On n'en avait guère besoin, en effet, puisque toute forme adjectivale pouvait s'obtenir en ajoutant e à un nom. Aucun des adverbes actuels n'avait été retenu, en revanche, sauf pour quelques rares cas qui se terminaient déjà en ment, invariable. Ainsi, bien avait été remplacé par bonment. En outre, tout mot, et là encore, tout mot de la langue sans exception, pouvait être mis à la forme négative par l'adjonction du préfixe in, ou renforcé par double, ou encore, si l'on voulait insister davantage, double plus. Ainsi, un froid, infroid, signifiait chaud, double froid, très froid, et double plus froid, extrêmement froid. Tout comme dans notre langue actuelle, il était possible de modifier le sens de n'importe quel mot ou presque par des préfixes, et du même coup de réaliser une énorme économie de vocabulaire. Ainsi, étant donné le mot bon, on n'avait pas besoin du mot mauvais, puisque le sens était aussi bien et même mieux rendu par un bon. Dans les cas où deux mots exprimaient des contraires, il suffisait de décider lequel des deux supprimer. Sombre pouvait être remplacé par un clair, ou clair par un sombre, au choix. Le second trait distinctif de cette grammaire était sa régularité. À quelques exceptions près, qui sont mentionnées plus bas, toutes les flexions suivaient les mêmes règles. Ainsi, tous les verbes prenaient la même terminaison au passé. Tous les pluriels se formaient en S ou ES selon le cas. Les seules catégories des mots acceptant encore des formes irrégulières étaient les pronoms personnels, les relatifs, les adjectifs démonstratifs, ainsi que les auxiliaires verbaux. Ils suivaient tous leur ancien usage. On rencontrait aussi des irrégularités dans la formation des mots qui étaient dues à la nécessité d'un parler rapide et confortable. Un mot difficile à prononcer ou susceptible d'être entendu de travers passait ipso facto pour un mauvais mot. C'est pourquoi il pouvait arriver qu'on ajoute une lettre afin de faciliter la prononciation, ou qu'on conserve une forme archaïque. Mais ce besoin se faisait surtout sentir pour les mots du tableau B. La raison pour laquelle la facilité d'élocution constituait une telle priorité apparaîtra plus loin. Le vocabulaire B. Le vocabulaire B comprenait des mots fabriqués sur mesure à des fins politiques, des mots systématiquement dotés de connotations politiques mais forgés de surcroît pour imposer l'attitude mentale souhaitable à leur utilisateur. Qui n'aurait pas assimilé à fond les principes du sociangle aurait eu du mal à les employer correctement. Ils pouvaient parfois être traduits en opso-parlé, voire empruntés au tableau A, mais au prix d'une longue paraphrase et au risque de perdre certaines nuances. Les mots du tableau B constituaient une sorte de sténophonie qui contractait souvent tout un éventail d'idées en quelques syllabes et qui était à la fois plus précise et plus puissante que la langue ordinaire. Ces mots du tableau B étaient sans exception des mots composés. Il y avait bien sûr des mots composés dans le vocabulaire A, tels que par l'écrire, mais il s'agissait d'abréviations pratiques qui n'avaient aucune annotation idéologique. Ces mots composés du tableau B, de deux termes ou plus, ou de portions de mots accolés de façon à se prononcer facilement. L'amalgame qui en résultait était souvent un non-verbe dont les flexions suivaient les règles ordinaires. Pour ne prendre qu'un seul exemple, le mot bon penser, qui voulait dire en gros orthodoxie, ou bien, si l'on choisissait de prendre comme verbe
Penser de manière orthodoxe, à partir du non-verbe bon penser, on dérivait l'adjectif bon penseux, l'adverbe bon pensement et le nom bon penseur. Les mots du tableau B n'étaient pas construits selon l'étymologie. Leurs composants pouvaient appartenir à toutes les catégories du discours placées dans n'importe quel ordre et mutilés de n'importe quelle façon qui les rendent plus faciles à prononcer tout en indiquant leur dérivation. Toujours pour des considérations liées à l'élocution, les formes irrégulières étaient plus répandues dans le tableau B que dans le tableau A. En principe, cependant, tous les mots de la liste B acceptaient des flexions et toujours selon le même schéma. Parmi ces mots, il y en avait de hautement sophistiqués, guère intelligibles, à qui n'aurait pas maîtrisé la langue dans son ensemble. On en veut pour preuve que cet extrait du Times. Les opsopenseurs intripéressement le sociang. La traduction la plus courte en opsoparlé donnerait « Ceux dont les idées ont été formées avant la Révolution ne peuvent pas avoir une pleine compréhension émotionnelle du socialisme anglais. » Sauf que pour cette traduction, elle n'est pas adéquate. Tout d'abord, pour bien saisir le sens plein de la phrase en néo-parlé citée plus haut, il fallait avoir une idée claire de ce qu'on entendait par sociang. En outre, il fallait être profondément versé dans le sociang pour apprécier la forme du mot triperessentir, qui impliquait une adhésion enthousiaste et aveugle difficile à imaginer aujourd'hui, ou du mot opsopenser, attaché d'une notion de perversité et de décadence. Mais la fonction particulière de certains mots du néo-parlé, dont opsopenser précisément, n'était pas tant d'exprimer des significations que de les faire disparaître. Ces mots, nécessairement peu nombreux, avaient vu leur sens étendu au point qu'ils finissaient par englober des batteries de vocables qui, suffisamment recouverts par un seul terme générique, pouvaient désormais passer à la trappe. La plus grande difficulté pour les compilateurs du dictionnaire n'était pas d'inventer de nouveaux mots, mais, les ayant inventés, d'en établir solidement le sens. Autrement dit, de savoir avec certitude quelle gamme de mots ils allaient rendre caducs par leur simple existence. Comme nous l'avons déjà vu dans le cas de libre, les mots jadis entachés d'un sens hérétique étaient parfois conservés par commodité, mais à la seule condition de les expurger de tout sens indésirable. D'innombrables mots tels que honneur, justice, morale, internationalisme, démocratie, science ou religion avaient purement et simplement disparu de la langue. Ils étaient recouverts par quelques mots chapeaux qui les abolissaient. Ainsi, tous les mots tournant autour des concepts d'égalité et de liberté étaient contenus dans le seul terme mentaucrime, tandis que tous ceux qui tournaient autour des concepts d'objectivité et de rationalisme étaient contenus dans le seul opsopensé. Davantage de précision eût été dangereux. Ce qu'on exigeait d'un membre du parti, c'était une perspective analogue à celle des anciens Hébreux qui savaient, sans savoir grand-chose d'autre, que toutes les nations excepté la leur adoraient de faux dieux. Ils n'avaient nul besoin de savoir que ces dieux se nommaient Baal, Osiris, Moloch, Astaroth et consorts. Il est même probable que moins ils en savaient et mieux leur orthodoxie se portait. Ils connaissaient Jéhovah et ses commandements et savaient par conséquent que tous les dieux dotés d'autres noms et d'autres attributs étaient faux. Un peu de la même manière, le membre du parti savait ce qui constituait une conduite droite et, dans les termes les plus généraux et les plus flous, quelle déviance était possible par rapport à elle. Sa vie sexuelle, par exemple, était entièrement régulée par deux mots de néo-parlé, crime-sexe, désignant l'immoralité sexuelle, et bon sexe, la chasteté. La notion de crime-sexe recouvrait tous les écarts possibles, la fornication, l'adultère, l'homosexualité, ainsi que d'autres perversions auxquelles s'ajoutait le rapport normal s'il était pratiqué pour lui-même. Il n'était pas nécessaire d'en faire l'énumération puisqu'ils étaient tous également répréhensibles et, en principe, passibles de mort. Dans le tableau C, relatif aux sciences et techniques, il pouvait être nécessaire de donner des noms spécifiques à certaines aberrations sexuelles, mais le citoyen ordinaire n'en avait nul besoin. Il savait ce qu'il fallait entendre par bon sexe, c'est-à-dire un rapport sexuel normal entre hommes et femmes à des fins reproductrices et sans plaisir physique chez la femme. Tout le reste relevait du crime-sexe. En néo-parlé, il était rarement possible de creuser une idée hérétique au-delà de la seule perception qu'elle était hérétique, en effet. Les mots auraient manqué. Aucun terme du vocabulaire B était idéologiquement neutre. Nombre d'entre eux constituaient des euphémismes. Ainsi, camp joie pour camp de travail ou mini-paix pour ministère de la paix, c'est-à-dire de la guerre, signifiaient exactement le contraire de ce qu'ils annonçaient. En revanche, d'autres assumaient avec un mépris ouvert la vraie nature de la société océanienne. Prolocam renvoyait aux divertissements vulgaires et aux nouvelles falsifiées dont le parti abreuvait le peuple.
Par ailleurs, d'autres mots étaient ambivalents, positifs lorsqu'appliqués au parti, négatifs lorsqu'appliqués à ses ennemis. Mais il existait en outre quantité de vocables qu'on aurait pu prendre pour de simples abréviations et qui tiraient leur couleur idéologique non de leur signification, mais de leur structure. Dans la mesure du possible, tout ce qui avait ou était susceptible d'avoir une résonance politique trouvait sa place au tableau B. Tout nom d'organisation ou de groupe, de doctrine, pays, institution, édifice public était systématiquement abrégé selon l'habitude, à savoir en un seul vocable, facile à prononcer, avec le minimum de syllabes tant que leur dérivation originale demeurait lisible. Au ministère de la Vérité, par exemple, le service des archives où Winston travaillait était appelé Servarch, le service littérature, Servlit, celui des téléprogrammes, Servtel et ainsi de suite. En l'occurrence, le gain de temps n'était pas le seul but. Dès les premières décennies du XXe siècle, en effet, les mots et locutions télescopées constituaient un trait caractéristique du discours politique. On avait d'ailleurs observé que la tendance à employer des abréviations de ce type était plus fréquente dans les pays et organisations totalitaires. Des mots comme nazi, Gestapo, Comintern, Imprécor, Agitprop en témoignent. Au début, la pratique avait été adoptée plus ou moins d'instinct, mais en néo-parler, elle était le fruit d'une démarche concertée. On sentait qu'en abrégeant un mot ou en rétrécissant l'acceptation et en modifiant discrètement le sens par élagage des associations qui l'auraient caractérisé dans sa forme complète. Les mots international communiste évoquent un tableau composite de fraternité humaine universelle, de drapeaux rouges, de barricades avec Karl Marx et la Commune de Paris. Tandis que le mot « Comintern » suggère seulement une organisation au tissu serré et au corps de doctrine bien défini. Il renvoie à quelque chose d'aussi aisément identifiable à la nature aussi précise ou presque que chaise ou table. On peut le prononcer sans y penser outre mesure, alors qu'international communiste est une formule qui oblige à s'attarder un tant soit peu. De même, les connotations de mini-vrai sont moins nombreuses et plus maîtrisables que celles qui entourent ministère de la vérité. D'où l'habitude d'abréger aussi souvent que possible, mais également le souci quasi maniaque de rendre chaque mot facile à prononcer. En néo-parler, l'euphonie primait sur toute autre considération, à l'exception de l'exactitude du sens, la conformité aux règles de grammaire qui lui étaient toujours sacrifiées quand le besoin s'en faisait sentir. Et à juste titre, puisqu'on s'efforçait d'avoir, à des fins essentiellement politiques, des mots dépourvus d'équivoque, des mots courts, qui claquent, qu'on puisse prononcer vite et sans qu'ils suscitent trop d'écho dans l'esprit du locuteur. Les termes du vocabulaire B tiraient même un surcroît de force du fait qu'ils se ressemblaient souvent beaucoup. Presque invariablement, ils comportaient 2 ou 3 syllabes dont l'accent tonique portait invariablement sur la dernière. Leur emploi encourageait une forme de caquetage à la fois saccadé et monocorde. C'était précisément le but recherché. L'intention était en effet de rendre la parole, surtout si elle portait sur un sujet qui n'était pas neutre idéologiquement, aussi indépendante de la conscience que possible. Dans la vie quotidienne, il va de soi qu'il était parfois nécessaire de réfléchir avant de parler, mais un membre du parti amené à prononcer un jugement politique ou éthique devait être en mesure de cracher l'opinion correcte avec l'automatisme de la mitrailleuse qui crache ses balles. Il était formé pour y parvenir et la langue lui fournissait un instrument infaillible, sachant que la texture des mots, avec leur gutturalité et leur laideur appropriée à l'esprit du sociangle, favorisait le processus. De même que le nombre restreint de vocables à sa disposition. Comparé au nôtre, le vocabulaire du néo-parlé était une peau de chagrin et que l'on cherchait constamment à réduire encore. En effet, cette langue différait de toutes les autres, en ceci que son répertoire de mots s'amenuisait au lieu de s'étendre avec le temps. Chaque élagage constituait un gain, puisque la tentation de réfléchir décroisait à proportion. À terme, on espérait qu'un langage articulé puisse sortir du larynx sans mobiliser les centres cérébraux supérieurs, objectif pleinement assumé dans le cas du mot « quaquer » qui signifiait « caqueter comme le canard ». Comme divers autres mots du tableau B, quaquer admettait une ambivalence d'acception. Pourvu que s'y expriment des opinions orthodoxes, il était purement laudatif, et quand le Times disait d'un des orateurs du parti qu'il était un quaker double plus bon, ce compliment chaleureux allait droit au cœur de l'intéressé. Le vocabulaire C. Le vocabulaire C constituait un supplément aux 2 autres et ne comportait que des termes scientifiques et techniques proches des termes scientifiques en usage aujourd'hui et formés à partir des mêmes racines, mais avec la préoccupation habituelle de les définir étroitement et de les expurger de tout sens indésirable.
Ils obéissaient aux mêmes règles de grammaire que ceux des deux autres tableaux. Très peu d'entre eux avaient cours dans la langue quotidienne ou dans le discours politique. Le chercheur comme le technicien trouvaient les mots dont ils avaient besoin dans la liste consacrée à leur spécialité, mais ils avaient rarement plus qu'une connaissance rudimentaire des autres disciplines. Très peu de mots étaient communs à toutes les listes, et il n'existait pas de terme pour désigner de façon transdisciplinaire la fonction de la science comme d'habitude mentale ou méthode de réflexion. Il n'existait pas de mot pour science, puisque toutes les acceptations en étaient suffisamment couvertes par celui de sociang. On va voir qu'en néo-parler, l'expression d'opinion hétérodoxe, au-delà d'un seuil très bas, était pour ainsi dire impossible. Il était certes possible de formuler des hérésies primaires relevant du blasphème. On pouvait donc dire « Big Brother est un bon », mais cet énoncé intrinsèquement absurde pour des oreilles orthodoxes n'aurait pu être étayé par des arguments raisonnés faute des mots nécessaires. On ne pouvait entretenir des idées hostiles aux sociangles que sous une forme floue, car pour les exprimer, il fallait passer par des termes très généraux, amalgamant et condamnant des groupes entiers d'hérésies sans les définir pour autant. En fait, qui voulait user du néo-parler à des fins non orthodoxes devait retraduire de façon illégitime certains mots en obso-parler. On pouvait ainsi déclarer en néo-parler « tous les hommes sont égaux », mais seulement comme on aurait dit « tous les hommes sont roux ». Il n'y avait pas de faute de grammaire dans cet énoncé, mais il exprimait une contre-vérité flagrante dans la mesure où il signifiait que tous les hommes ont la même taille, le même poids ou la même force. Le concept d'égalité politique n'existait plus, et ce sens second avait donc été expurgé du mot « égal ». En 1984, lorsque l'obso-parler était encore l'idiome ordinaire de communication, il restait le danger théorique qu'en utilisant des mots de néo-parler, on se rappelle leur sens original. En pratique, cet écueil était facile à éviter pour tout sujet versé dans le double pensée, mais 2 générations plus tard, cet écart ne serait même plus possible. Un individu ayant grandi avec le néo-parler pour seule langue ne saurait pas davantage que égal avait jadis fait référence à l'égalité politique, ou libre à la liberté intellectuelle, que, par exemple, une personne n'ayant jamais entendu parler des échecs ne devinerait les sens secondaires de Rennes et de Tours. Ainsi, nombre de crimes et d'erreurs seraient hors de sa portée pour la seule raison que, innommable, il serait inimaginable. On pouvait en outre s'attendre qu'au fil du temps, les caractéristiques du néo-parler aillent en s'accentuant, que son registre se restreigne, que le sens des mots se rigidifie et que le risque d'en user à des fins condamnables diminue à proportion. Lorsque l'obso-parler aurait été supplanté une fois pour toutes, le dernier lien avec le passé serait rompu. L'histoire avait déjà été réécrite, mais des fragments de littérature subsistaient, ça et là, résiduels malgré la censure, et tant qu'on conservait une connaissance de l'obso-parler, il était possible de les lire. Dans l'avenir, ces fragments, à supposer qu'ils survivent, seraient parfaitement inintelligibles et intraduisibles. Il était impossible de rendre en néo-parler le moindre passage écrit en obso-parler, sauf s'il renvoyait à des procédés techniques ou des actions quotidiennes de base, ou encore s'il était déjà potentiellement orthodoxe, bon penseur en néo-parler. En pratique, cela signifiait qu'aucun livre écrit avant 1960 ne pouvait être traduit in extenso. La littérature pré-révolutionnaire ne pouvait relever que d'une traduction idéologique, c'est-à-dire qui en altère le sens en même temps que la langue. Prenons par exemple le passage célèbre de la Déclaration d'indépendance. Nous tenons pour évidentes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement. Ce texte aurait été parfaitement impossible à rendre en néo-parler si on l'avait voulu en garder le sens original. La traduction la plus approchante en aurait englouti la totalité sous le terme « mentaux-crime ». Une traduction complète n'aurait pu être qu'idéologique et du coup, les propos de Jefferson se seraient mués en panégyrique de l'absolutisme. Une part non négligeable de la littérature du passé était déjà en cours de transformation. Pour des considérations de prestige, on préférait conserver la mémoire de certaines figures historiques tout en remettant leurs œuvres magistrales dans le droit fil de la philosophie du sociang. Divers auteurs, dont Shakespeare, Milton, Swift, Byron et Dickens, entre autres, étaient donc en traduction. Au terme du processus, leurs écrits originaux, avec tout ce qui pouvait survivre de la littérature du passé, seraient détruits.
Ces traductions représentaient un chantier de longue haleine qu'on n'espérait pas mener à bien avant la première ou la deuxième décennie du XXIe siècle. Il existait aussi de vastes domaines de littérature purement utilitaires, manuels techniques indispensables, par exemple, qu'il fallait traiter d'eux-mêmes. C'était essentiellement pour laisser du temps à ce travail préliminaire de traduction que l'adoption finale du néo-parlé avait été fixée à la date tardive de 2050. Nous voici arrivés au terme de ce livre 1984 de George Orwell. J'espère que ça vous aura plu. J'ai lu un peu vite, je crois, sur la fin. Une bonne fin d'ailleurs. Je dois vite enregistrer pour la sortir à temps, la vidéo, donc j'ai dû un peu accélérer la lecture. Mais j'espère que c'était assez clair tout de même, parce que ce n'est pas facile d'assimiler ce vocabulaire. En tout cas, pour ce qui est de l'histoire, eh bien, on voit que un homme est complètement manipulable, en fait, c'est étonnant comme il est criant de vérité, ce livre, parce qu'il a été écrit quand même en 1949, je crois. 1949, il avait vraiment une vision, George Orwell, du futur qui était plutôt bonne, parce que je pense que voilà, c'est toujours valable aujourd'hui, ce livre. On en ressent les causes, enfin les effets, les causes entre guillemets. Le Big Brother, on entend toujours parler, et le terme vient de ce livre, me semble-t-il. Vous m'arrêterez si je dis des bêtises, mais je crois que le terme Big Brother vient de ce livre, et il est repris quotidiennement. En parlant de voilà, comme quoi on est observé, comme quoi on peut nous épier. Ça vaut aujourd'hui avec Google, vous savez, avec tout ce qui est la liberté, finalement, ils stockent avec nos clouds, où nos données sont stockées, où on peut en faire un peu ce qu'on veut. Donc le demain, si on veut nous faire chanter, on a toutes nos données sur nous. Bref, ça parle un peu là-dessus, et on peut... je pense effectivement nous faire dire ou nous faire faire n'importe quoi, ou croire n'importe quoi, si la vérité est déformée. On le voit notamment avec les IA aujourd'hui, les IA où on peut voir notre cher président faire des, je sais pas, on l'a vu faire, je crois, du breakdance ou faire des trucs comme ça, mais c'est tellement bien fait qu'on croit que on pourrait croire que c'est lui, quelqu'un qui ne réfléchit pas, ou un tant soit peu soit naïf, pourrait le croire, ou des choses plus crédibles, comme j'ai vu des chanteurs, je crois, on peut prendre la voix des chanteurs, et tiens, il a fait une nouvelle chanson que c'est pas lui. Bref, on peut vraiment tout manipuler, c'est assez inquiétant aujourd'hui. Attention aux réseaux. Vous ne verrez pas beaucoup, du coup, j'ai pas de chaîne Instagram, vous voyez, par rapport à ça, d'Instagram et tout ça, je suis vraiment pas très réseau. Parce que pareil, je trouve, les réseaux, ça nous abrutit beaucoup. Tout ce qui est TikTok, on scrolle, on fait que ça, au lieu de faire autre chose de notre journée. On pourrait lire, mais on voit les générations qui ne lisent plus, qui s'abrutissent un petit peu. Excusez-moi, c'est un peu vulgaire quand je dis ça, mais je sais pas, on le voit quand il parlait de la langue, de diminuer le vocabulaire des gens. On le voit aussi par les réseaux. En fait, je sais pas, des TikTok, des hashtags, des trucs comme ça, on réduit des mots pour en faire tout un monde, en fait, et tout un truc autour de ce mot, et ça s'en est réduit à ça. Donc c'est assez inquiétant, faut le reconnaître. Voilà, pour rentrer dans le classique qui me vient tout de suite à l'esprit, MDR, des LOL, on les utilise tous, même par SMS, etc. Ça réduit notre langue française. C'est vrai la langue française ou d'autres langues, ça existe dans d'autres langues évidemment, mais c'est vrai qu'on commence à régresser par rapport, je pense, à un stade où on arrive, où notre ère était arrivée. On commence à régresser par rapport à tout ça. Je ne sais pas si je vous conseille, si vous avez vu le film Idiocratie, qui traite un peu de ça. Et on voit vraiment, ça traite d'un homme lambda comme vous et moi, ou dans ma mémoire, je crois qu'il est même un peu plus... il est peut-être pas très très futé, mais il est envoyé dans le futur et il sauve toute l'humanité, parce que l'humanité se dégrade, et ils savent même plus planter une carotte, faire du jardinage, faire des choses simples de la vie, ils n'y arrivent plus. Parce qu'on est tellement bouffé par le reste et tellement assisté aujourd'hui par l'informatique, les intelligences artificielles. Bref, on réfléchit plus.
on prend plus le temps de réfléchir. Mais ça passe par des petites choses du quotidien, mais il y en a tellement. Si vous regardez le GPS nous a simplifié la vie. À une époque, je me souviens peut-être pour les plus anciens d'entre vous, mais en fait, quand on faisait un trajet, on prenait une carte et on essayait de tracer le chemin, on essayait de réfléchir par où on passe, etc. Et puis quand on voyait les routes, on les retenait mieux, on y arrivait mieux à s'orienter. Aujourd'hui, avec le GPS, c'est tellement facile, c'est une super invention, ça nous facilite la vie, mais ça nous régresse, je trouve. Enfin voilà, vous voyez je pense que ce livre en met un peu par là et on voit qu'on y arrive. Il dit 2050. Bah écoutez, je pense pas qu'on y soit en 2050 quand même, mais on y tend peut-être dans quelques centaines d'années à être comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si mon analyse vous parle ou s'il y en a qui pensent un peu comme moi, mais en tout cas n'hésitez pas à me dire vos commentaires, ça m'intéresse. Et en tout cas j'espère que cette lecture vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez que je lise. Et puis, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une belle soirée, une bonne nuit comme d'habitude. À bientôt.